J'ai entamé une thèse depuis quelques mois sous la direction de Pierre Verger, après avoir suivi un cursus de pharmacie et une formation en épidémiologie. Le travail que je vous présente aujourd'hui est un travail collaboratif, donc avec la participation de Pierre et notamment aussi de Lisa Fressard pour les analyses statistiques. Donc, ce travail portait donc, sur les attitudes et comportements des médecins généralistes vis-à-vis de la vaccination contre les infections à papillomavirus. Pour contextualiser la vaccination HPV, voici tout d'abord quelques données sur les papillomavirus humains. Donc les papillomavirus humains sont en cause dans les cancers du col de l'utérus. Plus précisément, ce sont les infections persistantes qui sont responsables de lésions précancéreuses, voire de cancer de l'utérus. Pour autant, les infections à papillomavirus, qui sont des infections sexuellement transmissibles très répandues, ne causent pas à chaque fois des cancers chez les femmes qui sont atteintes. En France, on estime qu'il y a 3 000 cas de cancer du col de l'utérus par an, qui sont responsables d'un peu plus de 1000 décès. Et on observe environ 30 000 conisations, c'est-à-dire ablation d'une partie du col de l'utérus à cause de lésions précancéreuses. Les papillomavirus sont également impliqués dans d'autres types de cancers dont les incidences sont moindres dans la population européenne. Vous pouvez voir ici la part attribuable en fait, des papillomavirus dans certains cancers ou dans des verrues génitales. Il y a énormément de papillomavirus. Ici, on peut voir ceux qui sont le plus fortement impliqués dans les cancers du col de l'utérus et qui sont ciblés en fait, par les vaccins qui existent actuellement. Sont disponibles pour l'instant 2 vaccins en France. Le vaccin quadrivalent qui vise 4 types de papillomavirus, 2 qui sont responsables de cancer du col de l'utérus et ces 2-là qui sont plutôt impliqués dans les verrues génitales. Il y a également eu un vaccin bivalent qui est apparu quelques mois plus tard et donc qui vise que seulement 2 types de papillomavirus. Et bientôt sera disponible un nouveau vaccin qui vise 9 types de papillomavirus. Il a déjà eu une AMM au niveau européen et donc il sera certainement disponible bientôt en France. Depuis 2008, en complément de la stratégie de dépistage par cancer du col de l'utérus par frottis, les autorités sanitaires ont recommandé la vaccination HPV. Vous pouvez voir ici les recommandations actuelles. Il faut savoir que depuis 2008, elles ont relativement évolué, c'est-à-dire qu'actuellement, les jeunes filles ciblées sont les jeunes filles de 11 à 14 ans avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans révolus. Auparavant, l'âge cible était de 14 ans avec un rattrapage de 15 à 23 ans. Le schéma également a été modifié. Actuellement, on a un schéma à 2 doses. Avant, c'était 3 doses. Vous pouvez voir la couverture vaccinale selon les dernières données de l'INVS. Elle est très faible. Elle est seulement de 17% chez les jeunes filles à 16 ans donc, qui ont reçu une vaccination complète. Elle a régulièrement diminué en fait, depuis 2010 où elle était de 28% et c'est surtout l'une des plus faibles parmi les pays qui recommandent cette vaccination. Alors certes, nous en France, on n'a pas de programme de vaccination national. Dans les pays qui en ont un comme en Italie ou au Royaume-Uni, on a des couvertures bien plus importantes. Au Royaume-Uni, la couverture vaccinale, elle est de 87%. En Italie, elle est de 71%. Donc sans programme de vaccination, ça veut dire que ça repose essentiellement finalement sur l'interaction médecin-patient et essentiellement sur les médecins généralistes. Alors pour plusieurs raisons, d'une part à cause de l'âge des patientes, à 11-14 ans, les jeunes filles ne voient plus vraiment leur pédiatre et peut-être pas encore de gynécologue. D'autre part, il y a une étude qui a été réalisée en Picardie à partir des données de remboursement et qui montre que les médecins généralistes prescrivent plus de 90% des doses de papillomavirus. D'autre part, comme dans d'autres vaccinations, cela a été montré, dans la vaccination HPV, les médecins jouent un rôle prépondérant puisqu'ils sont considérés comme une source d'information fiable sur la vaccination et d'autre part, ils sont influents quant à l'acceptabilité du vaccin. Alors en France, la vaccination HPV n'a pas connu le même accueil qu'on a pu voir aux États-Unis où il y a eu une controverse assez virulente
avec une campagne de communication et de publicité qui a été jugée très agressive. Il y avait pas mal de questions sur les effets indésirables qui ont été posés, et puis il y avait aussi tout un discours moraliste sur le fait que finalement cette vaccination HPV pourrait inciter carrément les jeunes filles à entrer plus tôt dans la vie sexuelle. C'est pas ce qu'on a observé en France. En revanche, il y a eu quand même des débats assez importants, notamment au sein de la communauté médicale. Il y a eu une pétition qui a été menée par un médecin généraliste qui a recueilli un certain nombre de signatures. En réponse, certaines sociétés savantes ont mis en place une contre-pétition. Et les échanges étaient essentiellement axés finalement sur les bénéfices et les risques de cette vaccination et la place qu'elle peut avoir par rapport aux frottis actuellement dans la prévention. En population, on peut dire qu'il y a eu une certaine controverse. Bon, peut-être que ça s'est un peu essoufflé ces derniers mois, mais fin 2013, il y a eu une plainte qui a été déposée par une patiente qui a fait grand bruit. Et ça a donné lieu à d'autres plaintes qui ont été déposées de jeunes filles qui faisaient un lien entre l'apparition de maladies auto-immunes comme des scléroses en plaques et la vaccination qu'elles avaient pu recevoir contre les papillomavirus. Plus largement, on est dans un contexte de désaffection du public vis-à-vis de la vaccination. Il y a une succession de crises qui ont touché les vaccins, notamment le vaccin contre l'hépatite B ou le vaccin contre la grippe pandémique. Et tout cela a favorisé ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce qui appelé aujourd'hui dans la littérature scientifique la vaccine hesitancy, c'est-à-dire quelque chose qui définit des doutes vis-à-vis des bénéfices et des risques des vaccins, voire un retard dans l'acceptation ou carrément un refus de certains vaccins malgré leur disponibilité. Des choses qui ont été observées et étudiées en population générale, mais également dans des populations de professionnels de santé et notamment des médecins généralistes. Donc voici pour le contexte de notre étude. Nous sommes appuyés sur... Nous avons utilisé une méthode en nous appuyant sur le panel de médecins généralistes, qui est le fruit d'une collaboration entre l'ORS et différents partenaires. Ça nous a permis de recueillir un certain nombre de données, notamment sur la vaccination HPV. Le panel de médecins généralistes, c'est un outil d'observation des études et d'études des pratiques et conditions d'exercice qui s'organise selon des enquêtes transversales répétées à intervalles réguliers. Fin 2013, la troisième édition de ce panel a commencé et l'enquête sur la vaccination à proprement parler a eu lieu entre avril et juillet 2014. Donc, lors de l'inclusion, on recueille le consentement des médecins ainsi qu'on vérifie également leurs critères d'exclusion qui étaient les suivants. Donc, il ne fallait pas que les médecins déménagent ou cessent leur activité d'ici 1 an ou qu'ils exercent ce qu'on appelle un mode d'exercice particulier, ce qui est en fait une spécialité qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale comme l'homéopathie ou l'acupuncture. L'échantillonnage a été réalisé à partir d'une base du ministère de la Santé, qui est le répertoire partagé des professionnels de santé, donc par tirage au sort, aléatoire, donc stratifié sur l'âge, le sexe, le volume d'activité et un indicateur de densité des médecins qu'on appelle l'APL. Les médecins ont répondu à un questionnaire qui comportait une quarantaine de questions, donc notamment des questions sur leurs caractéristiques professionnelles ou leur opinion quant à la vaccination en général, leur expérience de certaines maladies, notamment le cancer du col de l'utérus, ou encore la confiance qu'ils accordent dans certaines sources d'informations comme les sources officielles. Plus précisément sur la vaccination HPV, voici les questions qui leur ont été posées. Une question sur la fréquence de leurs recommandations auprès des jeunes filles de 11 à 14 ans. Dans le cas où ils avaient une fille âgée de 11 à 25 ans, s'ils avaient fait vacciner leur fille, si selon eux, il était probable qu'il existe un lien entre la vaccination et les scléroses en plaques. C'est une question qui a été également répétée pour d'autres vaccins ou composants de vaccins. Ensuite, il y avait une question qui portait sur les freins potentiels à la vaccination. Donc la présence d'un parent, le fait d'avoir à aborder le thème de la sexualité, le fait d'avoir des doutes sur l'efficacité ou concernant les risques du vaccin. Donc les objectifs qu'on s'était fixés, c'était d'étudier les perceptions et les risques de l'efficacité du vaccin contre les papillomavirus et la fréquence des recommandations des médecins généralistes. On souhaitait également étudier les déterminants de leurs recommandations et pouvoir quantifier leur importance relative. Pour ceci, nous avons émis plusieurs hypothèses à partir d'une revue de la littérature.
selon ces 4 points, donc nous avons posé l'hypothèse que ces 4 points-là pourraient être des freins aux recommandations des médecins généralistes. La perception défavorable de la balance bénéfice-risque, le fait d'avoir à aborder les thématiques de la sexualité, douter de l'innocuité d'autres vaccins ou une défiance envers les autorités, donc de ne pas avoir confiance dans les autorités comme source d'information, ou encore douter de l'utilité des vaccins de façon générale. Donc la variable dépendante que nous avons choisie, c'est la variable de recommandation, une variable dichotomique, pour laquelle nous avons regroupé les catégories toujours, souvent versus jamais, toujours. Nous avons construit des variables sous la forme de scores. Ce sont ces 3 variables-là, en additionnant les réponses aux différents items. Pour vérifier cette méthode, nous avons réalisé des analyses en composantes principales afin de vérifier l'unidimensionnalité des scores, et nous avons calculé des alphas de Combar qui permettent de vérifier la cohérence interne pour ces scores. Nous avons également construit une variable proxy de la balance bénéfice-risque perçue par les médecins à partir des différents items qu'on avait sur la perception des effets secondaires ou de l'efficacité. Et nous avons réalisé une régression logistique multivariée. Nous avons utilisé une procédure de modèle averaging qui permet de considérer tous les modèles. C'est un modèle composite, une sorte de moyenne pondérée de l'ensemble des modèles qui permet de réaliser des inférences statistiques sur un ensemble de modèles plutôt qu'un. Ça a aussi l'avantage de pouvoir quantifier l'importance relative des variables et de déterminer un ordre sur ces variables. Donc voici les résultats. Donc tout d'abord, le taux d'acceptation à l'inclusion dans le panel était de 46%. Et parmi les médecins qui avaient accepté à l'inclusion, 92% d'entre eux ont effectivement participé à la vague d'enquête sur la vaccination. Donc au final, on a eu un échantillon de 1582 médecins. Donc vous pouvez voir les caractéristiques de cette population. Les hommes représentaient 68% de cette population. 58% des médecins exerçaient en cabinet de groupe et 33% de ces médecins avaient au moins une fille âgée de 11 à 25 ans. Donc voici la distribution des réponses vis-à-vis de la fréquence des recommandations. Vous pouvez voir que les médecins qui ont déclaré recommander fréquemment cette vaccination, souvent toujours, représentaient 72%. Vous pouvez voir ici les opinions, donc les réponses aux items correspondants. Il y a une proportion non négligeable de médecins qui étaient d'accord avec le fait qu'aujourd'hui certains vaccins recommandés sont inutiles ou encore que les enfants sont vaccinés contre trop de maladies. Vis-à-vis de la vaccination HPV, la grande majorité des médecins ont déclaré ne pas avoir de réticence à aborder le sujet de la sexualité. Cependant, il y en a près de 27% qui pouvaient être gênés par la présence d'un parent. Concernant les risques et l'efficacité, il y en a très peu finalement qui pensaient qu'il y avait un lien probable entre la vaccination et l'apparition de sclérose en plaques. Cependant, il y en a 60% qui pensaient que les connaissances manquent sur les risques et 23% avaient des doutes quant à l'efficacité. Vous pouvez voir ici que parmi les médecins qui avaient une fille âgée de 11 à 25 ans, il y en a 74% qui ont fait vacciner leur fille. Et vous pouvez voir ici une certaine cohérence par rapport à ce qu'ils avaient, à ce qu'ils recommandent, en tout cas ce qu'ils ont déclaré recommander à leurs patientes. Pour information, voici la répartition pour ceux qui n'ont pas de filles âgées de 11 à 25 ans. Concernant l'expérience quant au cancer du col de l'utérus, il y a 61% des médecins qui déclaraient avoir été confrontés au moins une fois dans les 5 dernières années. Et vous pouvez voir que parmi ceux-ci, il y a une proportion plus élevée qui ont répondu qu'ils recommandaient toujours ou souvent par rapport à ceux qui n'ont pas été confrontés au cancer du col de l'utérus. Donc voici les résultats, voici notre modèle, donc les facteurs associés à la recommandation fréquente de la vaccination HPV. Donc le modèle averaging nous a permis d'avoir un classement sur nos variables. Vous pouvez voir que la première variable
et la variable de la balance bénéfice-risque. Les médecins qui avaient une perception défavorable de cette balance étaient donc moins susceptibles de recommander fréquemment la vaccination. En deuxième position, on peut voir l'importance de la décision quant à faire vacciner ses filles. Les médecins qui n'avaient pas de filles ou qui, en tout cas pas de filles âgées de 11 à 25 ans ou qui ne comptaient pas faire vacciner leurs filles étaient moins enclins à recommander fréquemment la vaccination. Ensuite, la variable de doute quant à l'utilité des vaccins en général était significativement et négativement associée avec la fréquence de recommandation. En revanche, le fait d'avoir été confronté à un cancer du col de l'utérus dans les 5 dernières années était positivement et significativement associé avec une recommandation fréquente de la vaccination. Donc pour synthétiser un petit peu les résultats, on a pu voir qu'il y avait 72% des médecins, ce qui est plutôt encourageant, qui recommandent fréquemment cette vaccination. Cependant, il y a 60% qui ont des doutes quant au risque et 24% quant à l'efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui influence fortement leurs recommandations. Par rapport aux hypothèses qu'on avait posées au début, on en a vérifié 2 sur 4. Nous n'avons pas retrouvé que la réticence à aborder le thème de la sexualité était associée à la fréquence de recommandation. C'est la variable qui est ici, et ni la présence d'un parent comme facteur de complication des consultations. D'autre part, les opinions quant au risque grave d'autres vaccins non plus n'étaient pas significativement associées. Donc on a eu des résultats et des données sur un échantillon quand même conséquent de médecins généralistes avec un taux de participation qui est assez bon. Néanmoins, on ne peut pas exclure un certain nombre de limites, notamment un biais de sélection qui n'est pas totalement à exclure, puisque les médecins généralistes acceptant à l'inclusion étaient différents des médecins généralistes refusant. Cependant, le fait d'avoir une pondération nous permettait de limiter ce biais, et d'autre part, les sujets de l'enquête n'étaient pas avertis, enfin on ne mentionnait pas le sujet de l'enquête aux médecins généralistes. On ne peut pas non plus exclure un biais de désirabilité quant aux réponses des médecins quant à la recommandation qu'ils font à leurs patientes. Néanmoins, les études qui ont été réalisées chez les médecins et qui comparaient en fait leur comportement déclaré avec leur vaccination réelle montrent qu'au final, ça surestime d'environ 10%. Ça peut surestimer d'environ 10%. Donc, si on regarde nos résultats par rapport à des études antérieures, des études françaises, on peut penser qu'il y a une certaine amélioration dans les recommandations. Les études qui ont été réalisées en 2007 et en 2010 rapportaient respectivement 19% et 49% des médecins qui recommandaient fréquemment cette vaccination. Quand on regarde les facteurs qu'on a retrouvés associés à la fréquence de recommandation, notamment la perception négative de la balance bénéfice-risque comme un facteur fortement associé, cela suggère qu'il y a un certain défaut d'information, voire une non-efficacité des moyens d'information chez les médecins généralistes, et également une certaine dissonance quant à la place par rapport au dépistage par frottis. Il y a peut-être évidemment aussi une influence des débats qui ont eu lieu en France. La perception négative quant à l'utilité des vaccins en général peut traduire une certaine complexité liée au calendrier vaccinal, liée au fait que les recommandations évoluent et changent souvent. Ça peut aussi traduire une non-acceptation des recommandations officielles par cette population. Nous n'avons pas retrouvé donc, le facteur parler de la sexualité ou présence d'un parent comme facteur associé aux recommandations, à la différence de ce qu'on a pu lire dans les études américaines. Néanmoins, on peut raisonnablement penser quand même qu'on est dans des contextes socioculturels qui sont assez différents. Donc on pourrait pousser un peu la question avec des études, par exemple, qualitatives. En conclusion, pour que la vaccination contre les papillomavirus ait un sens en termes de santé publique pour apporter une réduction supplémentaire par rapport au dépistage par frottis, il faudrait une couverture vaccinale bien plus élevée que ce qu'il n'y a actuellement.
Et au vu des résultats que nous avons eus, cela devrait passer par une remédiation à l'hésitation des médecins généralistes quant à cette vaccination, avec une nécessité d'améliorer l'information et la formation des médecins généralistes, de développer des nouveaux outils de communication, bien évidemment des outils qu'il faut pouvoir évaluer, et une revue de la littérature sur les stratégies qui permettent de lutter contre la vaccine hesitancy de FW, montrer qu'au final, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une seule intervention, mais d'avoir des interventions combinées. C'est certainement ça qui est le plus efficace. Et il faut que ce soit aussi quelque chose d'adapté, voire de personnalisé à la population qui est visée. Cette remédiation, elle apparaît d'autant plus nécessaire dans un contexte qui évolue. Le fait qu'il y ait un nouveau vaccin qui sera probablement introduit prochainement. Et en 2017 aussi sera organisé sur tout l'ensemble du territoire le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Donc voilà. J'ai terminé. Je voulais juste préciser que ce travail a donné lieu à la rédaction d'un article qu'on a soumis à la revue Vaccine et qui a été accepté, donc qui sera prochainement publié.